Donc voilà, dans le gabarit de ce document, on a fait euh, déjà un bloc avec 2 colonnes. On a réglé la justification, il me semble, hein. On a fait en sorte que les ponctuations soient hors justification. On a réglé l'élasticité avec le réglage de justification, hein. Oui, hein. On avait même été modifier un peu l'approche de groupe pour que ça ait un meilleur aspect, le texte. Donc le gris typographique, ça vous dit quelque chose, hein? Ouais. Ok. Alors si vous voulez, on peut arranger un peu la palette des pages pour qu'elle soit plus sympa. Donc vous allez dans le menu de la palette pages jusque options de panneau. Et là, vous allez demander que les pages s'affichent très grandes, les gabarits aussi. Et vous pouvez décocher, afficher verticalement. Ben, ceci dit, on n'aura qu'un seul gabarit, donc ça n'a pas grande importance. Je pense on verra. On va peut-être faire des gabarits d'après gabarit quand même. Oui, vous décochez, affichez verticalement pour les gabarits. Donc, c'est dans le menu de la palette page, option de panneau. J'ai demandé des pages très grandes, des gabarits très grands. J'ai décoché, affiché verticalement. OK. Et voilà. Donc, les gabarits se mettent de manière horizontale, comme on le voit. C'est pas fait ça, c'est pas. Alors, les pages, on peut aussi les mettre horizontales. Donc, menu de la palette page, afficher les pages horizontalement. Voilà. Alors, on n'a pas l'impression que ça a changé grand-chose, mais si vous élargissez la palette par sa petite case en bas à droite, vous voyez que vous avez une vue d'ensemble sur le document et ça peut être plus sympa que l'histoire du chemin de fer vertical. On appelle ça un chemin de fer quand on a toutes les pages qui apparaissent en petit, quand on a une vue d'ensemble sur le document avec des petites vignettes. Alors, on va donc aller travailler dans le gabarit. Vous double-cliquez sur le gabarit dans la palette page. Il est donc bien indiqué gabarit en bas à gauche de la fenêtre. Vous êtes en train de voir le gabarit. Je dis ça parce que quand je dis de double-cliquer sur le gabarit, certaines personnes cliquent et donc ils n'ont pas quitté le travail sur la page sur laquelle ils étaient. Ils ont juste activé le gabarit en cliquant une fois. Ici, c'est bien le double-clic. On a double-cliqué. Il est bien indiqué à gabarit en bas à gauche. Alors, on va prévoir que les pages, il y aura du texte également sur la page de droite et il sera chaîné. Ça va couler de la page de gauche à la page de droite. Donc, vous allez déjà créer le bloc sur la page de droite, mais ça peut être une copie du bloc actuel. Donc, dans le gabarit, vous prenez la flèche noire, vous cliquez sur le bloc et avec la touche Alt enfoncée, vous le déplacez. Donc, avec la flèche noire et la touche Alt, vous déplacez le bloc vers la page de droite. Vous le calez comme ça sur les marges. Voilà. Le format du gabarit. Bien. Vous mettez le curseur texte dans le bloc de droite. Vous faites un CTRL-A, touche suppression. Donc, on a vidé tout le texte. Alors, vous voyez apparaître un signe hashtag, un dièse. Ça indique qu'il y a une ligne à cet endroit-là, tout simplement. Je suppose que vous avez aussi les caractères masqués qui sont affichés. Oui, les balises. Bien, bien. Et alors, on va faire le chaînage. C'est-à-dire, on va dire, tiens, le texte qui est sur la page de gauche doit systématiquement couler sur la page de droite. Oui. S'il n'y a pas assez de place. Alors, on y va. Flèche noire. Vous cliquez sur la croix rouge. Donc, vous activez le bloc déjà avec la flèche noire. Vous cliquez sur la petite croix rouge qui est là, qui indique qu'il y a du texte en excès. Puis, vous allez survoler l'autre bloc et vous allez cliquer. Et voilà, vous avez fait du chaînage. Alors, on peut visualiser le chaînage en allant dans le menu Affichage, Extra, Afficher le chaînage du texte. Affichage Extra,
afficher le chaînage du texte. Et quand un des deux blocs est sélectionné, vous voyez le chaînage, vous voyez que le texte coule d'un bloc à l'autre. Donc on a une porte de sortie ici avec une flèche vers la droite pour indiquer que ça sort. Et on a une porte d'entrée ici avec une flèche vers la droite pour indiquer que ça rentre dans le bloc. D'accord? Bon, alors un chaînage, ça peut se casser. Si vous cliquez sur la flèche là, vous avez à un certain moment, après avoir cliqué sur la flèche de sortie, quand vous revenez, vous avez une icône de chaîne cassée. Bon, ben vous cliquez à nouveau et le chaînage est cassé. Vous êtes revenu à l'état initial. Donc on peut, comme ça, casser du chaînage. Alors on va le refaire. Voilà. Enregistrez votre document. Oui. Alors, il y a encore plein de choses à faire ici. Il faut qu'on mette au point des styles de paragraphes, peut-être des styles de sous-titres. Pour l'instant, on a un titre de premier niveau, assez gros, mais il faudrait peut-être des sous-titres pour disséminer entre les paragraphes. On va mettre de la numérotation automatique. On va mettre des images dans le flux du texte. On va mettre des images sur le côté du texte. Ouais, c'est quand même pas mal de choses encore à faire. Bon, ben on va tester les images dans le flux du texte. En plus, on l'avait déjà vu, ça, il me semble, à la première formation basique, puisque c'est quand même très utile. Alors, je fais fichier importer et je vais aller importer des images. Donc, vous avez des images qui sont dans le dossier links. Voilà, j'importe quelques images. Au hasard. Et je vais faire une grille d'images tant que j'y suis. Sur le côté, là, oui, au fait, je vous ai pas dit, mais il faut que je travaille sur le côté, pas sur la page. Je les amène sur le côté, les images. Donc, fichier importer. Monsieur, c'est bon. Bon, ben regardez, je fais un cliquer-glisser, puis je vais jouer avec les... Ah oui, tiens, intéressant. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que je suis en train de faire une grille d'images, mais je ne vois pas les colonnes que je suis en train de faire, oui. Bon, c'est pas grave. Je vais... Ah ben si, il y a une solution. C'est de changer la couleur du fond. Oui, alors, je vais aller voir dans les préférences. Préférences interface. Dans préférences interface, est-ce que vous avez quelque chose qui s'appelle faire correspondre la table de montage au thème de couleur? Ok, bon, moi je décoche ça et vous voyez ce qui se passe, mon plan de montage est blanc. Et donc quand j'apporte des images, ça va mieux. Mais vous n'avez pas ça. Voilà. Ah, il est déjà blanc chez vous. Et donc quand vous faites une grille d'images, vous voyez les colonnes et les rangées. Ben, super. Voilà, donc je fais une grille d'images et je m'arrange pour choisir un peu le format que je veux pour les images dans les colonnes. C'est-à-dire, est-ce que je vais mettre des images plutôt horizontales, plutôt verticales? Bon, plutôt horizontales. Voilà, je fais une grille d'images comme ça, voilà. Enfin, comme ça, vous avez vu, si jamais vous êtes un jour dans CC 2015, comment faire en sorte que le plan de travail, la table de montage, là, devienne blanche. C'est donc l'option dans les préférences interface. Mais donc, dans C6, c'est d'office blanche, OK. Alors, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. J'irai ajuster manuellement les images plus tard. Mais moi, je n'ai qu'une image.
OK, on va prendre l'outil de transformation manuelle et avec la touche majuscule enfoncée, vous prenez la poignée du poing et vous allez donner la largeur souhaitée aux images. Donc, je regarde la largeur de ma colonne et je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais donner comme largeur aux images que je vais placer dans le texte? Ben, faites-les quand même plus petites que la colonne. Chaque image a une largeur plus petite que la largeur de la colonne. OK, enregistrez le document. Voilà, alors dans le flux du texte, vous allez créer un paragraphe vide qui va accueillir l'image. Donc, vous pouvez faire clic à la fin d'un paragraphe. Touche Entrée, vous avez un paragraphe vide. Et c'est là-dedans que vous allez coller l'image. Vous prenez une image, donc il faut peut-être cliquer à côté pour tout désactiver, puis venir cliquer sur une des images. Vous faites un CTRL X et vous allez venir la coller dans le paragraphe, donc outil texte, et on fait un coller. Voilà. Donc CTRL X sur une des images, et puis un CTRL V dans le paragraphe. Donc j'ai indiqué que je voulais travailler dans ce paragraphe-là avec l'outil texte. Mais oui, ce sont des images qui sont sur des paragraphes. Alors, vous avez l'image qui déborde sur le texte d'avant. Pour régler rapidement le problème, menu texte style de paragraphe. Et il va falloir réappliquer le paragraphe standard. Donc, est-ce que vous avez bien votre curseur texte qui clignote dans le paragraphe qui contient l'image? Oui. Donc, avec Alt, clic sur paragraphe standard. Vous réappliquez le style paragraphe standard. Et le problème de l'image qui déborde est réglé. Bon, alors, on va centrer l'image dans la colonne. Et pour ça, on va utiliser les outils pour le texte, puisqu'elle est sur un paragraphe. Je vais centrer le paragraphe. On va dans le menu texte paragraphe. Et vous choisissez le centrage. Voilà. Dans cette même palette, vous avez l'espace avant et l'espace après. Vous pouvez gérer ça si vous voulez. Alors, l'image n'est pas calée sur la grille, comme on le voit ici. Contrairement à notre texte, l'image n'est pas alignée sur la grille, ça n'a pas d'importance en fait. Bon, si je l'aligne sur la grille, voilà, elle s'aligne sur la grille. Je ne crois pas que c'est un grand intérêt de l'aligner sur la grille. La dimension de l'image peut encore être modifiée en la sélectionnant avec la flèche noire. Donc, je sélectionne l'image avec la flèche noire, je clique sur elle. Avec l'outil de transformation manuelle, je prends une poignée du coin et avec la touche majuscule, bien sûr. Et là, j'agrandis l'image si je veux. Elle peut déborder la colonne, c'est pas interdit. Il y a juste un problème par la suite. Si je veux retravailler sur le paragraphe, il faudra ruser. Donc, si je veux retravailler sur le paragraphe de l'image pour aller modifier, par exemple, l'espace avant, l'espace après, je dois maintenant faire ceci. Outil texte, je clique sur le paragraphe suivant, je me mets au début, et avec la flèche gauche sur le clavier, je remonte dans le paragraphe de l'image. On voit que le curseur super géant là, est en train de clignoter. Et là, ça me permet d'aller modifier des paramètres, notamment l'espace avant, l'espace après. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire, en fait. Bon.
Vous avez le curseur qui clignote là dans l'image, dans le paragraphe qui contient l'image. On va faire un style de paragraphe parce qu'on va mettre d'autres images. Et pour rapidement les centrer et leur mettre un espace avant-après, on va faire un style de paragraphe au départ de ce qu'on vient de faire là. Donc, palette des styles de paragraphe. Vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe, nouveau style de paragraphe. Et vous appelez ça image centrée dans la colonne. Et vous pouvez cocher l'option appliquer le style à la sélection. OK. Donc, résultat, le paragraphe qui contient l'image utilise le style image centrée dans la colonne. Il a servi à créer ce style et il l'utilise parce que vous avez coché appliquer le style à la sélection. Bon, si ce n'était pas coché, il suffit de cliquer sur le nom du style ici, pendant que vous avez le curseur qui clignote sur la droite de l'image là, et le style est appliqué. Alors rapidement, on va transférer une autre image dans la colonne. Donc je vais avec la flèche noire, c'est le même principe en fait. Flèche noire, je vais sélectionner une image qui est sur le côté là, CTRL X. Je vais créer un paragraphe vide. Je colle, mais là, c'est là que ça change. C'est que je vais appliquer le style image centrée de la colonne. Et ça ne marche pas. Alors, voilà, ça marche. Oui. Oui. Je recommence. Je prends avec la flèche noire une image. CTRL X. Je vais avec le curseur texte dans le flux du texte. Touche entrée pour créer un paragraphe vide. Je colle l'image et j'applique le style image centrée dans la colonne. Et voilà. Si. Il y a ça compte. Voilà, donc on a fait un style pour le paragraphe qui supporte l'image. Ça, c'est pas mal. Et on a vu que ça permet quand même de gagner du temps plutôt que de tout faire manuellement. Mais alors, il y a une autre sorte de style qui peut être utile, c'est les styles d'objets. Et ça, je crois qu'on n'a jamais vu, en fait. Les styles d'objets. Très, très intéressant aussi. Moi, j'ai donné des formations à des gens qui ont fait des études supérieures en infographie, qui ont étudié la mise en page avec InDesign. Et quand je leur ai montré ce que je vais vous montrer là, ils m'ont dit « Eh bien, c'est vraiment intolérable qu'on ne nous ait pas montré ça avant. Pendant nos études, ça nous aurait fait gagner des heures et des heures de travail. » Donc, les styles d'objets. Donc, on va mettre au point un style sur une image. Donc, vous sélectionnez avec la flèche noire une des images. C'est vraiment l'image qu'on sélectionne, pas le paragraphe qui supporte l'image. Tout à fait, c'est le bleu qu'on sélectionne. Enfin, le cadre apparaît en bleu, donc ce n'est pas l'image à l'intérieur du bloc, c'est vraiment le bloc. Et vous allez mettre un contour, par exemple. Voilà. Vous mettez en avant, dans la palette des outils, le contour. Et puis, vous allez mettre par la palette nuancier une couleur. Donc, une couleur existante ou une couleur que vous faites, peu importe. Nouvelle couleur dans la palette nuancier. Souvenez-vous que vous pouvez mettre des couleurs RGB dans votre document. Comme ça, si vous voulez des couleurs bien vives, elles seront bien vives quand on verra le document sur un écran.
Bien sûr, quand ce sera imprimé, ce sera plus terne. Donc, vous voyez, ici, dans la palette nuancier, je fais nouvelle nuance, nouvelle couleur. Je passe en RVB à la place de CMJN. On peut très bien mettre dans le même document InDesign plein de couleurs CMJN, mais aussi plein de couleurs RVB dans le même document, plein d'images CMJN et plein d'images RVB dans le même document. Tout ça est possible. InDesign peut contenir les deux en même temps, du RVB et du CMJN. Et voilà. Donc, du rose bien vif. Et vous voyez ici ce que ça va devenir quand ce sera imprimé. Ce sera terne. La projection ne montre pas les couleurs bien vives, mais je suppose que chez vous, sur votre écran, là, vous voyez les couleurs bien vives. Quand vous mettez un rose bien vif, par exemple ici, beaucoup de rouge et de bleu, peu de vert, ben, ça vous fait du magenta, très vif. OK. Épaisseur du contour, menu fenêtre contour. OK. Alignement du contour, est-ce que le contour est à cheval sur le bord du bloc ou plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur? C'est vous qui voyez. Si vous voulez vraiment que l'image soit préservée, contour à l'extérieur, donc. Il ne déborde pas du tout sur l'image. Notamment, c'est intéressant pour la signature qui est ici sur mon bateau, là, ça se voit vraiment. Il y a une petite signature ici sur le tableau. Si je mets le contour à l'intérieur, ben, elle est sous le contour. C'est un peu foireux. Bon, mais c'est du détail, ça. OK. On peut mettre également un effet spécial comme une ombre sur cet objet. Objet, effet, transparence. Donc, vous avez toujours votre bloc image qui est sélectionné. Objet, effet, transparence. Une petite ombre portée. Voilà, ombre portée. Alors, il faut savoir que ça peut vite devenir très lourd, visuellement. Vraiment, on peut réserver ça pour des documents sympas pour des enfants. Mais attention, c'est de très mauvais goût. Si on veut faire quelque chose de classieux, il vaut mieux éviter les ombres portées. Pour des documents pour adultes, des documents sérieux. De toute façon, une des premières choses à faire avant de créer un document, c'est d'aller voir ce qui se fait d'habitude dans le milieu. Et vous faites quelque chose qui ressemble à ce qui se fait, mais en mieux, évidemment. OK. Ah oui, et là, j'ai oublié de vous dire, mais l'ombre, en général, on met à 40% à peu près. Là, je l'ai même mise à 26, tiens. Parce que les 75% d'ombre qui sont proposés au départ, c'est beaucoup trop sombre, en fait. Il faut quand même faire quelque chose de léger. Enfin, voilà, vous avez mis au point l'aspect d'un objet, contour et ombre. Pas de questions? Vous n'avez pas l'impression que le contour est quand même moins vif que ce que vous aviez choisi comme couleur, non? Si je compare d'ailleurs mon nuancier avec le contour que je vois dans le document, bah, la couleur est moins vive, non? Peut-être pas sur la projection. Vous vous occupez pas de la projection, le projecteur est pourri, mais chez vous, vous voyez qu'on a perdu. Hein? C'est en fait, vous voyez la couleur du contour tel qu'il sera quand on l'imprimera. Parce que vous êtes en train de visualiser le document avec une simulation de l'impression offset. Eh bien, on va changer ça. On va aller dans le menu Édition, Espace de fusion des transparences. Et à la place de Espace CMJN du document, vous allez choisir Espace RVB. Et donc, vous allez visualiser le document tel qu'il sera vu sur un écran avec des couleurs RVB. Menu Édition, Espace de fusion des transparences, Espace RVB. OK? Et vous avez la couleur bien vive là. Donc ça, il faut comprendre que dans InDesign, vous visualisez soit le document en RVB, soit en CMJN, mais il peut contenir les deux. Mais vous visualisez. Bon, ben on va maintenant créer un style. Donc la description de cet objet va être mise dans un style d'objet qui me permettra d'appliquer ce contour et cette ombre rapidement sur n'importe quoi comme bloc.
Et les styles d'objets sont dans le menu Fenêtre, Style, Style d'objet. Fenêtre, Style, Style d'objet. Donc, on voit que pour l'instant, on est en style sans modifier. On va créer un style. Menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet. Je vais appeler ça contour et ombre. Il n'y a rien à changer ici. En fait, tous les réglages ici se sont peuplés des modifications que j'ai apportées manuellement sur l'objet. Notamment le contour. On voit que c'est le contour rose, 4 points dans mon cas. Ici, pour les effets sur l'objet, ombre portée. Et voilà. Donc, il n'y a rien à modifier. Tout vient de l'objet. C'est la meilleure manière de faire des styles, c'est de modifier manuellement quelque chose dans le document et de faire un style au départ de ça. OK. J'applique le style contour et ombre à cet objet qui a servi à créer le style contour et ombre. Je fais la même chose pour les autres images. Je les sélectionne avec la flèche noire. J'applique le style contour et ombre. Alors, c'est très moche, mais techniquement, ça nous permet de comprendre comment ça marche. Voilà. Les styles d'objets, c'est super important, super utile. Alors, le principe du style, c'est que ça permet de modifier tout un document. Donc, vous allez cliquer à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout. Rien n'est sélectionné. On ne travaille pas spécifiquement sur une partie du document. Et en allant maintenant double-cliquer sur contour et ombre, votre style d'objet, vous allez pouvoir modifier le style d'objet. Notamment l'épaisseur du contour. Ah oui, il faut cocher la case aperçu pour voir derrière ce que ça donne. Voilà. Donc l'épaisseur du contour, la couleur du contour, l'ombre, l'angle, etc. Voilà. Donc ça, c'est génial. Vous auriez des centaines d'images qui utilisent un style d'objet dans le document. Vous pouvez les modifier toutes d'un coup. Les centaines d'images vont... mais comme ça, vous pouvez faire des tests pour voir si on peut améliorer l'aspect d'un document rapidement en modifiant les styles. Et vous pourrez le faire aussi pour les styles de titres, les styles de paragraphes, etc., évidemment. C'est assez génial de pouvoir faire ça. Toujours un style texte. Oui, alors oui, pour les paragraphes, ce seront les styles de paragraphes et de caractères, si c'est quelque chose qui s'applique sur un seul mot. Oui, oui. OK. Alors, je vous montre quelque chose. Vous pouvez tester aussi. Vous sélectionnez une des images et vous allez modifier la couleur du contour. Quelque chose qui peut donner bien, c'est que la couleur du contour soit puisée dans l'image avec la pipette. On l'a fait, je pense, lundi, la pipette. Voilà, avec la touche Alt, vous allez cliquer sur l'image et vous allez puiser une des couleurs dans l'image. Bien. Je fais la même chose pour l'autre image. Ici, par exemple, pipette. Je modifie la couleur du contour. Voilà, et ça peut être très sympa. Ça fait de la diversité. La détection. Elle est cachée derrière un outil, la pipette, chez vous? Voilà. Non, hein? Elle est visible directement dans CS6. Donc, je reviens un peu en arrière ici. Regardez bien. Je sélectionne une des images et je veux faire un contour d'une couleur spéciale. Donc, je prends casse contour en avant-plan, je prends la pipette et avec la touche Alt, je vais aller cliquer. Et en effet, la couleur sur laquelle je clique devient la couleur de contour. Mais j'ai perdu l'ombre qui était sous l'objet. Elle est partie. Et dans la palette style d'objet, contour et ombre n'était plus activé. Et si je le réactive, ça oublie ma couleur. Je recommence ici. Je sélectionne l'image.
Je prends la pipette. Dès que je vais pipeter, ce n'est plus le style d'objet contour et ombre. Et si j'essaie de réappliquer, la couleur est oubliée. Donc, la solution pour arriver à faire ce que je veux, modifier le contour, mais malgré tout garder les ombres et tout le style d'objet, c'est de double-cliquer sur le style d'objet et de décocher la case contour. Je dis que le style d'objet peut modifier plein de choses, sauf le contour. Ben, il va modifier notamment, il va faire une ombre portée, mais le contour, il ne va plus le modifier. À partir de là, je recommence le processus, je sélectionne l'image, je prends la pipette, je vais choisir une couleur de contour, je réapplique contour et ombre, la couleur que j'ai choisie reste. Je recommence, je sélectionne une image, avec la pipette, je sélectionne une couleur de contour, je réapplique le style contour et ombre, parce que le fait d'aller pipeter a changé ça. Et la couleur que j'ai choisie comme contour reste, parce que dans contour et ombre, c'est décoché. Alors, les styles d'objets, c'est un peu compliqué à maîtriser, mais déjà là, ça va vous aider, ceci. C'est quand même sympa, hein, ce genre de choses-ci. On a forcément un contour d'une couleur qui convient particulièrement pour l'image, puisqu'elle vient de l'image. OK. Voilà. Étape suivante, on va créer des styles pour les titres et les paragraphes. Puis on va vider tout dans le gabarit et aller vraiment créer un document sur les pages. Parce que là, on est toujours sur le gabarit et on est en train de mettre au point l'aspect du document. C'est du faux texte d'ailleurs. Donc, vous cliquez avec l'outil texte dans le titre, n'importe où. Donc, vous avez indiqué à InDesign que vous êtes en train de travailler sur ça. Et vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe, faire un nouveau style de paragraphe que vous allez appeler titre de premier niveau. Alors, un peu plus tard dans la formation, on ira dans les plus et numérotations parce qu'on va numéroter nos titres. Très intéressant, la numérotation automatique de titres et de sous-titres. Numéroter les titres, c'est super facile. Numéroter des titres et des sous-titres, là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, titre de premier niveau, voilà. Ensuite, je clique dans le paragraphe et je vais créer un style. Nouveau style de paragraphe que je vais appeler corps du texte. Je l'appelle le body text. Donc, c'est le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document, c'est vraiment le texte principal. OK. Et voilà, avec les styles que vous avez là, vous avez de quoi faire tout un document rapidement, avec des images, dans le flux du texte. Vous enregistrez votre document. C'est important. N'oubliez pas que j'enregistre régulièrement sous un nom différent, donc faites la même chose. Donc ici, je clique dans n'importe où, avec l'outil texte. Je fais CTRL-A, suppression. Donc j'ai vidé le gabarit. CTRL-A, suppression, le gabarit est vidé. Et donc forcément, maintenant, sur toutes les pages du document, ben, il n'y a plus de texte qui est reporté. Il venait du gabarit, le texte. Maintenant, ça a été vidé. Il va falloir que je peuple ces pages avec du texte différent sur chaque page, bien entendu, et des images différentes. Donc, vous voyez le principe, hein, j'ai mis au point dans le gabarit, dans le bloc texte qui vient du gabarit et qui se met sur les pages. J'ai mis au point les aspects de style et paragraphe. Et
une fois que c'est fait, je vide et je vais maintenant aller travailler sur la page 48. Je double-clique sur 48 et on va aller chercher du texte, du vrai texte dans Wikipédia, par exemple. On va peut-être même, soyons fous, le transférer dans un document Word. Vous avez Word installé ou WordPad? Vous avez ça? Vous avez un éditeur de texte sur l'ordinateur. Bon, ceci dit, on peut se servir de InDesign comme éditeur de texte basique aussi. Enfin, vous avez WordPad. Moi, ici, sur le Mac, j'ai TextEdit, c'est l'équivalent de WordPad. J'espère que ça va aller, que Windows ne va pas nous créer des problèmes. Voilà, vous faites un document dans WordPad. Mais oui, quitte à utiliser du texte, autant voir qu'on peut utiliser du texte importé. Il n'y a pas que les images, les vecteurs, les documents InDesign qu'on importe dans un autre document InDesign. Il y a aussi du texte qui peut être importé. Et ça va vous permettre, par exemple, si quelqu'un travaille en parallèle, un rédacteur travaille en parallèle de vous, vous allez pouvoir, il va pouvoir corriger le texte. Pendant que vous travaillez dans InDesign, il corrige le texte dans Word. Et on fera une mise à jour, un peu comme on fait une mise à jour d'image modifiée, on fera une mise à jour de texte modifié. Donc, vous allez dans Wikipédia. Donc, vous allez dans Wikipédia prendre n'importe quoi comme texte. Alors, Wikipédia. Donc, il va falloir bien sûr sélectionner le texte sans que ça se sélectionne sur la colonne de gauche. Bon, s'il y a des images, c'est pas très grave. Mais la colonne de gauche, là, avec toutes les langues, vous évitez que ça se sélectionne. Vous faites un copier et vous allez le coller dans votre WordPad. Ok, les images ne se sont pas copiées, par contre, le tableau s'est copié. Mais c'est pas très grave. Ouais. Le tableau a été copié. Ça a fonctionné? Ok. Eh bien, on va enregistrer. Pour l'instant, chez moi, c'est du RTFD. Donc, du texte enrichi, rich text format, c'est le F. Et le D, c'est pour indiquer qu'il y a des images. Vous faites fichier enregistré sous dans WordPad et vous avez certainement dans la liste des formats dans lesquels vous pouvez enregistrer, vous avez le format RTF. Ok. Vous avez ça, format RTF, avec pièce jointe ou pas? Il vous demande pas? Vous avez des images, vous avez des tableaux dans votre texte ici? Non? Non? Ok. Moi, je vais supprimer le tableau ici. On va voir s'il me propose d'enregistrer en RTF tout simple. Enregistrer sous. J'aimerais du RTF tout simple avec pièce jointe. Non. Ok. Ben, ce que je vais faire ici, c'est que je vais convertir au format texte. Mais ça, vous n'avez pas besoin de faire. Format, convertir au format texte. Ouais, essayons comme ça. Essayons d'abord comme ça. Ok, donc RTF. Je vais appeler ça Wikipédia fait là. Donc, pour bien faire, à côté des documents InDesign, dans le dossier dans lequel vous travaillez. Ok.
Vous avez enregistré votre document RTF, comme vous pourriez le faire au départ de Word, d'ailleurs. Et alors, on va importer sur la page 48, on importe le texte. D'abord, il faut rendre accessible le bloc. Donc, il faut déverrouiller le bloc qui est sur la page 48, parce que c'est un élément qui vient du gabarit, et il n'est pas accessible. Si vous cliquez avec la flèche noire dessus, bien sûr, il n'est pas accessible. Donc, c'est CTRL majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac, et avec la flèche noire, vous cliquez sur le bloc, et il se déverrouille. Également, le bloc de la page de droite, parce qu'en fait, il est chaîné. Voilà. OK. Alors, vous cliquez avec l'outil texte dans le bloc. Oui, souvenez-vous que là, ce n'est pas le bloc. Hein. Sur la page de gauche, à cet endroit-là, ce n'est pas le bloc. Le bloc, il est 2 colonnes à cet endroit-là. Vous avez le curseur qui clignote et vous allez importer le texte du fichier RTF en faisant fichier importer. Ah, voilà. C'est du RTFD, mais là-dedans, je dois avoir texte RTF. Voilà, c'est ça. Hop. Et voilà. Et alors, contrairement à ce qui se passe quand vous faites du copier-coller de Wikipédia, vous remarquez que ici, les liens sont actifs. Vous avez des hyperliens Wikipédia que vous retrouvez dans votre document InDesign. Alors, bien sûr, si c'est pour imprimer, ça ne vous sert pas à grand-chose, mais si c'est pour faire un PDF interactif, ce sera utile. Tous ces liens, ces hyperliens, vous ne devrez pas les refaire. Dans votre PDF interactif, utilisable sur écran, quelqu'un qui va cliquer sur l'hyperlien, ben, ça va ouvrir la page Wikipédia en rapport. Et ça, c'est pas mal. Et ça, vous ne pouvez l'obtenir que quand vous faites de l'importation de texte, pas du copier-coller. Autre intérêt, vous allez voir dans le menu Fenêtre Liens, vous allez voir que la palette des liens vous montre maintenant que vous avez non seulement des images, mais vous avez également du texte. Où est-il? Ah ben tiens, il n'est pas. Ah mais oui, évidemment, ce n'est pas automatique. Le texte a été importé, mais il n'est pas lié. Si je modifie le document RTF sur le disque dur, ça ne va pas modifier dans InDesign. Il faut le demander. Faites édition annulée. Annuler l'importation de texte. Avant de l'importer, on va aller dire à InDesign, je veux du texte lié. Je veux que quand je modifie le RTF sur le disque dur, ou sur, quand je modifie le RTF ou quelqu'un d'autre le modifie, dès que le fichier est mis à jour sur le disque dur, ça se met à jour dans InDesign. OK, il faut aller modifier les préférences de gestion des fichiers. Vous allez dans InDesign Préférences, Gestion des fichiers. Et là, vous avez une option, créer des liens avec les fichiers de texte et de feuilles de calcul importées, parce que ça marche aussi quand on importe de l'Excel. Quand vous importez des données d'un fichier Excel, vous les importez dans un tableau InDesign, vous avez la possibilité de faire en sorte que les données soient liées. Si ça se modifie dans le tableau sur le disque dur, ça va se modifier dans InDesign, ce qui est forcément pratique, puisque des erreurs dans les tableaux, il y en a tout le temps. Plutôt que de devoir faire les modifications manuellement dans InDesign, c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir modifier la feuille Excel et ce sera automatisé. C'est génial, ça. OK, donc à partir de là, je fais fichier importer, je vais chercher mon RTF. Pourquoi RTF? Si c'était du TXT, les liens ne fonctionneraient pas, c'est du simple texte, le TXT. L'extension .txt, tandis que le format RTF, c'est du format texte enrichi, et notamment, il y a des hyperliens. Voilà. Voilà, je clique dans le bloc. Et contrairement à ce qui se passe tout à l'heure, ici, on a dans la palette liens le fichier texte qui est lié. Et ça, c'est quand même bien.
Donc, vous, le fait d'avoir collé dans WordPad, vous n'avez pas collé le texte de Wikipédia avec les hyperliens. Et forcément, quand vous l'importez dans InDesign, les hyperliens n'y sont pas non plus. Logique, mais le problème ne vient pas de InDesign, le problème vient de WordPad. Alors, il faut sans doute régler WordPad pour que, quand on colle du texte qui vient d'un navigateur, il tienne compte des liens. Oui, donc en fait, ici, je fais une recherche, hein, comme on est amené à faire tout le temps, on rencontre des choses qu'on ne connaît pas. Donc, copier du texte avec des hyperliens vers WordPad, et donc apparemment la solution qui est préconisée ici serait de copier vers Word et puis de copier vers WordPad. Ou alors, ben, bon, une fois que vous êtes dans Word, vous exportez, vous enregistrez en RTF, hein, donc, mais vous n'avez pas Word peut-être. Vous avez OpenOffice ou quelque chose comme ça. Ceci dit, c'est pas grave, on n'a pas besoin des hyperliens tout de suite. Hein. Disons que c'est quand même ennuyeux que les hyperliens ne s'y trouvent pas. C'est quand même un plus quand on fait du PDF interactif. Donc, de la page web vers Word, les hyperliens sont pris, mais pas vers WordPad. Bon, ben voilà, vous savez que si vous copiez vers certains logiciels, les hyperliens seront retenus, mais vers WordPad, visiblement non. En tout cas, ça a fonctionné. Vous avez, je veux dire, pour ce qui est de lier le texte importé au fichier qui est sur le disque dur, vous avez vu apparaître dans votre document le texte. Voilà. Et en fait, c'est vicieux parce que OK, donc, outil texte, dans les préférences de InDesign, gestion des fichiers, on a bien l'option qui permet de créer des liens avec les fichiers texte qu'on importe. Fichier importé. Je vais chercher le RTF. Voilà. Et donc, dans la palette lien, il apparaît. Ça va? Bon, voilà, très pratique quand même de pouvoir travailler avec des fichiers texte externes. Ça veut dire que vous pouvez travailler avec une armée de rédacteurs qui n'y connaissent rien en InDesign. Ils n'y connaissent rien en InDesign. C'est vous qui faites la mise en page, mais c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est contenu du texte. Ben, c'est comme ça que ça marche quand on fait les magazines, en fait. Hein. Les journalistes ne font pas la mise en page. Ils rédigent. Il y a possibilité, quand on importe du texte de Word, de récupérer les styles de Word. Ils vont apparaître dans la palette des styles de paragraphes de InDesign. Et si dans Word, les styles portent le même nom que les styles qui sont prédéfinis dans le document InDesign, bah ça, tout de suite, dès qu'on importe le texte, le document Word se formate comme il faut. Mais ça, on fera plus tard. Hein. Il faut un document Word avec des styles dans le document Word. Pour l'instant, le fichier RTF qu'on avait là, il n'y a pas de style. Il y a différents formatages. Il y a du texte qui était plus grand que l'autre. Il y a des hyperliens, mais c'est du formatage sans utiliser les styles. OK, vous avez enregistré votre document. On va créer rapidement à côté de celui-là un autre document. Comme ça, je vous montre un peu le principe qu'il faudra appliquer si vous travaillez avec des gens qui vont rédiger pour vous. Voilà, nouveau document, format A4 vertical par exemple. Voilà, un document bien différent de l'autre que j'ai derrière, qui est un A4 horizontal double page. Ici, j'ai une page A4 verticale. Alors, vous allez mettre au point, ben, vous allez, avec l'outil texte, vous allez créer un bloc comme ceci. Je lui mets une couleur, comme ça vous voyez où il est.
couleur de fond. Bien. Un autre bloc en bas. Je lui mets une couleur de fond également. OK. Ça va. Donc, des blocs, 3 blocs, c'est bon. Alors, si vous regardez la palette des styles et paragraphes, bon, ben, les styles qu'on a fait dans l'autre document, ils n'y sont pas, forcément. Les styles, c'est pour l'autre document. Ben, c'est l'occasion de voir qu'on peut importer des styles d'un document vers un autre. Donc, dans la palette style et paragraphe, vous allez dans le menu de la palette style et paragraphe, jusqu'à la ligne charger tous les styles de texte, ça revient au même. Quelle est la différence entre charger tous les styles de texte et charger des styles de paragraphe? Ben, tous les styles de texte, ça va charger les styles de paragraphe et de caractère. Mais on n'en a pas encore dans notre autre document, mais ça revient au même, en fait. Donc, les deux fonctionnent. Et alors, vous allez chercher dans votre document l'autre document sur le disque dur. Vous allez le pointer, le INDD, et ça va aller chercher les styles de ce document et les importer dans celui que j'ai. Super pratique, ça. Voilà. Alors, s'il y a des conflits, ça vous le dit. Hein. Oui, par exemple, paragraphe standard existe dans l'autre document et dans celui-ci. Et ça dit, tiens, il y a un conflit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on importe le paragraphe standard de l'autre document, là, sur le disque dur? Ou est-ce qu'on renomme le style importé pour qu'il s'appelle paragraphe standard 2, par exemple? Dans ce cas-là, je vais faire l'autre option, je ne vais pas l'importer. Parce que de toute façon, il ne m'intéresse pas. C'est les 3 autres styles de paragraphe qui m'intéressent. Corps du texte, titre de premier niveau, image centrée de la colonne. OK. Bon. Alors, vous cliquez sur un des blocs. Par exemple, moi, je vais cliquer sur le petit ici, sur le côté. Avec la flèche noire, vous cliquez sur un des blocs. Et vous allez le remplir de texte de substitution. Donc, avec l'outil texte qui clignote dedans, vous faites un clic droit, remplir avec le texte de substitution. Bien. Et vous allez appliquer à ce texte qui a été mis dedans, vous appliquez le style corps du texte. Voilà. Et vous avez le style de l'autre document qui s'applique sur le texte faux que vous venez de remplir précédemment. Bon. Alors ici, je vais mettre quand même une marge intérieure au bloc parce que du texte qui colle, si le bloc a de la couleur, du texte qui colle comme ça sur le bord intérieur du bloc, c'est foireux. Donc de la marge intérieure par menu, objet, option de bloc de texte. Et voilà. Marge à l'intérieur du bloc. Bon, donc vous avez mis au point un design de magazine. Bon, là, c'était 5 minutes. Bien entendu, pour faire mettre au point un design de magazine, ça prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais en tout cas, vous savez qu'il y a là une rubrique qui utilise un certain style de paragraphe. Elle a un certain aspect. Et alors, vous allez dire au journaliste qu'il doit faire, pour remplir cette rubrique, il doit faire du texte. Mais de combien de pages, de combien de mots?
Alors regardez, vous sélectionnez le bloc et vous allez dans Fenêtre, Informations. Vous avez la fenêtre des informations sur le bloc. Avec l'outil texte, vous cliquez dans le bloc et vous avez d'autres informations. Voilà, et vous allez pouvoir dire, tiens, mon gaillard, pour la rubrique, chaque semaine, tu me fais 580 caractères, le plus 491 ici, le plus 491, c'est ce qui est en excès, on s'en occupe pas, c'est ce qui sort. Il y a, dans ma démonstration ici, il y a du texte en excès, la petite croix rouge est là. Ou tu me fais 88 mots à peu près. Voilà. Donc vous lui dites le nombre de caractères ou le nombre de mots. Et ça devrait tomber plus ou moins juste. Il faudra peut-être ajuster un peu, modifier l'interlignage, modifier la taille du caractère un peu. Si jamais, à un certain moment, il fait un peu plus ou un peu moins. Mais ça donne déjà une indication. Vous allez éviter des problèmes de mise en page avec ça. Chaque semaine, il suffira de remplacer les photos de votre magazine, les positionner différemment, remplacer le texte. Mais en tout cas, il y a une structure de base avec des rubriques toujours au même endroit. Voilà. Ben, c'était l'occasion de voir plusieurs choses ici. Donc, vous avez vu qu'on peut importer des styles d'un document à l'autre. Et vous avez vu le comptage des mots et des lettres utiles pour indiquer à quelqu'un combien de lettres et de mots il doit faire de vrais textes. On a évidemment un point d'interrogation ici parce qu'il ne sait pas dire combien il y a de lignes, puisque c'est du texte en excès. En tout cas, là, il y a 21 lignes qui sont visibles. Donc, on y est en train de parler de l'importation de paragraphes. Ben, vous pourriez fermer tous les documents, n'oubliez pas de sauvegarder. Fermez tous les documents. Et alors, l'astuce dans InDesign, c'est que toute modification qu'on fait sur le fonctionnement des outils ou quoi que ce soit dans InDesign, au moment où il n'y a aucun document ouvert, eh bien, ce sera valable pour tous les documents qu'on va créer par la suite. Par exemple, si j'importe dans la palette style de paragraphes, j'importe des paragraphes. Étant donné qu'il n'y a pas de document ouvert dans InDesign actuellement, vous avez tout fermé, eh bien, tous les documents suivants que je vais créer dans InDesign auront d'office ces styles-là. Alors, on y va. Menu de la palette style de paragraphe. Charger des styles de paragraphe. Je vais les chercher dans le document de tout à l'heure. Vous voyez ? Décocher paragraphe standard, cliquez sur OK, et voilà, mes 3 styles de paragraphe qui m'intéressent sont là. Même chose pour le style d'objet. Menu fenêtre, style, style d'objet. Je peux aller importer les styles d'objet en allant les chercher dans le même document. Menu de la palette style d'objet, charger les styles d'objet, et je vais les chercher dans le document InDesign. Voilà. Alors, oui, là aussi, je peux décocher les 2 premiers là, blocs de texte standard, bloc de texte graphique. Je n'importe que celui qui m'intéresse, c'était contour et ombre. Voilà. Super intéressant, ça. Résultat, quand je crée n'importe quel nouveau document, de n'importe quel format d'ailleurs, peu importe. Par exemple, format B5, voilà, format B5. Donc, format B5 qui me fait donc du
176 sur 250. Bon, peu importe le format de document, eh bien, en tout cas, ce document utilise d'office les styles de paragraphe et les styles d'objet. Ils sont à disposition si j'en ai besoin. OK. Par contre, le document, si j'ouvre un document, là, je viens de créer un document. Et donc, tous les styles de paragraphe et styles d'objet sont arrivés dans ce document, on est d'accord. Par contre, si j'ouvre le document précédent, où je n'avais apporté que les styles de paragraphe, les styles d'objet ne s'y trouvent pas. Il faudra que je les importe manuellement. Donc, l'astuce de récupérer dans les styles de paragraphe et d'objet automatiquement les styles, c'est quand je crée un nouveau document. Mais si le document est déjà créé, ça ne va pas ajouter les styles au document que j'ouvre. Hein. Je récapépète. J'ai ici, quand j'ai aucun document ouvert dans InDesign, j'ai un style d'objet, contour et ombre. J'ai des styles de paragraphe, il y en a 3 ici. Quand je crée un nouveau document, le nouveau document utilise d'office tous ces styles-là. Je veux dire, ils sont à disposition pour être utilisés. Par contre, quand j'ouvre un document qui a déjà été créé, ça ne change rien au contenu des palettes des styles de ce document déjà créé. Par exemple, dans ce document-là, j'avais apporté les styles de paragraphe, mais pas les styles d'objet. Et donc, je n'ai pas les styles d'objet. Mais je peux les apporter manuellement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on modifie le comportement de InDesign en n'ayant aucun document ouvert, les modifications s'appliquent aux documents qu'on crée par la suite, pas aux documents qu'on ouvre et qui sont déjà créés. Tout ça est très logique, en fait. OK. OK, j'ouvre mon document, double page, horizontale, dans lequel on a importé du texte. Alors, il faut remarquer que, automatiquement, InDesign vous a créé des pages supplémentaires. Ben oui, on avait un document, 16 pages, je pense. Oui, sûr. Donc, en fait, quand on a importé le texte, InDesign a créé automatiquement des pages parce que le texte importé ne tenait pas sur les 2 blocs des pages 48 et 49. Et c'est chaîné. Il y a du chaînage. Entre la page 49 et la page 50, il y a du chaînage. Donc InDesign crée des pages pour que tout le texte importé soit montré. Vous voyez, quand on sélectionne avec la flèche noire un des blocs, on voit le chaînage. Vous voyez le flux du texte. On est d'accord? Si ça vous ennuie que InDesign crée automatiquement des pages, eh bien, il y a des préférences à décocher. En ce qui concerne le texte, donc dans les préférences texte, vous avez ici redistribution intelligente du texte. Ajouter des pages à la fin de l'article. Et donc, c'est pour ça que InDesign crée des pages quand on importe du texte. Alors, vous pouvez le décocher. Vous cliquez sur OK. Ça ne change rien à ce qui existe déjà dans le document, mais maintenant, quand j'importe du texte et qu'il n'y a pas assez de place, ben, il ne devrait pas créer des pages. Ben, on va tester sur la page, par exemple, voilà, je vais aller sur la page 54. Essayons sur la page 54. Elle est vide, la page 54 pour vous, pour l'instant. Page 54. Avec la flèche noire, CTRL majuscule et cliquez sur le bloc. Bon, on voit que le texte va couler de la page de gauche à la page de droite. C'est normal, dans le gabarit, il y a un chaînage.
Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Apparemment, il y en a qui avaient leur bloc sur les pages qui était complètement différent de ce qu'il était dans le gabarit. Bon, vraiment bizarre. Et donc, ce qu'on a fait ici, ce que je vous ai demandé de faire, c'est de réappliquer le gabarit à toutes les pages. Ce qui revient au même que de déplacer manuellement les pages du gabarit sur les pages là. Mais quand on en a des centaines ou des dizaines, c'est pénible. Donc, on a utilisé la fonction. On a utilisé la fonction qui s'appelle, dans le menu de la palette de pages, appliquer un gabarit aux pages. Bon, ben, c'est intéressant à connaître aussi quand vous voulez appliquer un gabarit à plusieurs pages. Vous choisissez quel est le gabarit que vous appliquez, mais évidemment, ici, dans notre document, on n'en a qu'un seul pour l'instant. Et vous pouvez indiquer des sections de pages 54 à 61, ou des choses comme ça. Ou alors, toutes les pages, c'est ce que je vous avais dit de faire. Toutes les pages, OK. Et vous avez eu un message qui vous a demandé s'il fallait utiliser le gabarit ou la définition qui était sur les pages. Et on a choisi utiliser le gabarit. Moi, je n'ai pas eu le message ici. OK. Et donc, voilà, vous allez pouvoir, sur la page 54, déverrouiller par CTRL majuscule et cliquer. Et vous avez automatiquement le bloc de la page de droite qui se déverrouille aussi. On a donc été décoché redistribution intelligente du texte. Ben, on va tester. Qu'est-ce qui se passe quand j'importe le texte? D'abord, je mets le curseur texte dans le bloc. On a le curseur qui clignote là-bas, en haut, à gauche. On fait fichier importer. On va chercher le même texte que tout à l'heure. Voilà. Et là, contrairement à ce qui s'est passé tout à l'heure, le texte s'est rempli le maximum qu'il pouvait, sans créer de nouvelle page, raison pour laquelle on a du texte qui n'apparaît pas, il y a du texte en excès. Et donc voilà, si ça vous ennuie que InDesign vous fasse automatiquement des pages quand vous amenez du texte, vous pouvez faire ça. Vous importez du texte et il ne vous crée pas automatiquement de page parce que dans les préférences texte, vous avez décoché la redistribution intelligente du texte. Et alors, il va falloir manuellement faire le chaînage sur les pages suivantes. Alors, je vous montre, regardez, open your eyes, ouvre tes ouilles. Je prends la flèche noire, je clique sur le petit signe plus, et je vais chaîner sur la page suivante. Le bloc va se déverrouiller, il va se déverrouiller tout seul. Voilà. Et il faut que je fasse ça, toujours, clic, et puis aller cliquer sur le bloc suivant. Sauf que, et c'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas le faire et de regarder, je clique sur le petit signe rouge ici, mais je vais enfoncer la touche Alt, ce qui va me permettre de faire du chaînage à la volée. Clic, 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 etc. Très intéressant. Ben oui, sinon, si je ne connais pas le système de la touche Alt, je suis obligé de recliquer chaque fois sur la flèche, sur la croix rouge, et si je dois chaîner 20 pages, ça va être pelant. Tandis qu'avec la touche Alt, on les chaîne à la volée. Très intéressant. Allez-y, chaînez-les à la volée. Voilà. Bon, donc ici, pour que ce soit bien propre, je réapplique le gabarit à toutes les pages. Bon, voilà, et puis je déverrouille le bloc sur la page qui suit la couverture. Je clique avec l'outil texte pour que ça clignote. Là, je suis bien en train de travailler dans le bloc. J'importe le texte, fichier importé.
Le texte ne crée pas de pages supplémentaires et pourtant, il pourrait. Mais comme j'ai été désactiver la redistribution intelligente du texte, c'est manuellement que je vais devoir faire ça. Le texte en excès, là, le texte qui n'apparaît pas, je vais devoir le faire apparaître en chaînant ce bloc-là avec les blocs des pages suivantes. Avec la flèche noire, je clique sur la petite croix ici rouge, puis avec la touche Alt enfoncée, je vais aller cliquer sur les différents blocs des pages suivantes. Bien entendu, à un certain moment, il n'y a plus de texte, je suis arrivé au bout du texte, et malgré tout, j'arrive encore à chaîner. Ben oui, si j'ajoute du texte à un certain moment, il va couler dans ces pages que je suis en train de chaîner. Voilà, voilà. Donc moi, je vous conseille de désactiver la redistribution intelligente du texte, parce que ça risque de vous surprendre que InDesign crée tout seul des pages. Il vaut mieux le faire manuellement, comme je le fais ici, en fait. On importe le texte, ben on constate qu'il y a trop de texte pour être contenu sur les deux blocs des pages de gauche et droite, et on chaîne. Et à ce moment-là, il coule. Il a coulé de la page de droite ici vers la page de gauche, puis vers la page de droite. Alors, numérotation automatique des pages. Donc, nous allons dans le gabarit, parce que ça va se passer dans le gabarit. Et dans le gabarit, je vais aller sur le coin inférieur gauche, mettre un bloc de texte. Donc, souvenez-vous qu'il vaut mieux que le bloc colle aux marges. Comme ça, si on modifie la hauteur de l'espace entre la marge inférieure et le bord inférieur de la page, par exemple, eh bien, le bloc va suivre. Vous vous souvenez de ça, hein? Dans page, marge et colonne, l'option activer l'ajustement de la mise en page, je vous rappelle quelque chose, on avait fait ça, hein, quand on avait modifié les marges. Ouais. On avait vu que le bloc texte se redimensionnait tout seul, il collait aux marges. Bon, ben, donc, raison pour laquelle le bloc texte ici, je le fais coller aux marges, c'est pas plus mal. Et alors, je clique avec l'outil texte dedans et je vais obtenir ceci. La lettre A majuscule. Mais ce n'est pas une lettre A majuscule. Si vous tapez le A majuscule, ça va foirer, vous n'allez rien faire, si ce n'est mettre sur toutes vos pages un A majuscule. Le A majuscule qui apparaît là, c'est la balise de numérotation automatique. Et ça, vous l'obtenez en faisant un clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Alors, c'est possible en effet qu'un style de paragraphe se soit appliqué d'office. Alors, va un peu voir dans la palette style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Pendant que tu as le curseur. Ah, c'est ça, c'est le style de paragraphe image centrée dans la colonne qui s'est mis. Bon, alors, il faut réappliquer paragraphe standard. Voilà, oui, ça peut arriver que un style de paragraphe se mette d'office là, sur le texte concret. Alors, texte, paragraphe. La palette paragraphe va me servir à centrer horizontalement. Les options de bloc texte vont me servir à centrer verticalement. Voilà, donc j'ai centré ma balise au centre du bloc qui la contient. C'est propre. C'était pas obligatoire, mais c'est quand même plus propre quand on fait comme ça. Résultat, si je vais sur chacune des pages, là je double-clique sur les pages, je vois qu'elles sont numérotées. Ben oui, ça numérote uniquement les pages paires, puisque dans le gabarit, on a mis la numérotation que sur la page de gauche. Logique, hein? Comment est-ce qu'on met la numérotation dessus? Alors là, on va dans le gabarit, et puisque vous voulez l'avoir aussi sur la page impaire, on va le mettre sur la page impaire, sur les pages de droite. Donc, ben, le plus simple, plutôt de recommencer tout ça, on va évidemment faire une copie du bloc. Vous prenez la flèche noire et avec la flèche noire, vous cliquez sur le bloc et puis avec la touche Alt, vous le déplacez sur la page de droite. Voilà.
Et donc là, maintenant, dans votre document, vous avez des numérotations sur les pages de gauche et de droite. E poi io so che avevo